bonjour tout le monde. Ma présentation va tourner aux alentours de ce que m'a déposé mes collègues de Tunisiana et d'Alexandre de Siemens. Elle portera principalement sur 7 points. LTE, les motivations pour l'introduction de LTE chez les opérateurs en Tunisie. Un aperçu global sur l'LTE système. L'évolution vers l'LTE. L'LTE dans le monde, déjà, il y aura un slide qui a été répété 2 fois, elle sera répétée une 3e fois. Les principaux rôles des opérateurs à implanter pour participer à l'évolution du réseau 4G. Et enfin, un dernier point que j'ai été c'est les relations entre les opérateurs et les content providers, les fournisseurs de services. L'LTE, comme vous le savez, on l'a déjà présenté tout à l'heure, elle présente beaucoup d'atouts pour les opérateurs, citant la disponibilité de bande passante, la qualité de service offerte meilleure que les réseaux 2G, la convergence entre la voix et la data, et les nouveaux services et le nouveau portfolio des services qu'elle pourrait avancer aux utilisateurs. Les motivations, parmi les motivations, ici il y a un snapshot qui montre que les 31% l'LTE est motivé par les revenus, 28% pour le manque de capacité, par le manque de capacité au niveau des réseaux dédiés, par conséquent la panoplie de capacité qu'elle offre, représente 23,8%. La présence des mobile data dans le réseau 7.1 et la capacité au débit au niveau de 31%. Ici, dans ce slide, on représente les terminaux mobiles, l'évolution des terminaux mobiles dans le monde. Et là, je présente l'évolution des besoins en fréquence, en bande passante de fréquence pour les opérateurs vis-à-vis des systèmes mobiles à être déployés chez les réseaux d'opérateurs mobiles. On voit qu'actuellement, en 2012 ou en 2013, on est à 50 MHz pour les 2 systèmes 2G et 3G. Et l'évolution et la remontée en bande passante évolue au fur et à mesure avec l'introduction des réseaux 3G, des réseaux 4G. Par conséquent, j'estime qu'en 2014, on aura besoin d'environ 75 MHz pour déployer à la fois le réseau 2G, 3G et le 4G. Ici, une présentation globale, un rappel, vous êtes habitué de voir, c'est l'architecture et la configuration d'un réseau LTE qui se compose de 2 parties, uniquement la partie corps et la partie radio. Il n'y aura plus des contrôleurs de station de base, on attaque directement le réseau. Ça veut dire 2 composants du réseau, la partie radio et la partie corps. Ici, c'est un autre rappel, une autre présentation qui récapitule les différentes interfaces et la configuration ou architecture des réseaux mobiles, la tendance à laquelle convergent les réseaux mobiles. Partie mobile, partie corps et les différentes parties radio, le GRAN pour le réseau 2G, le TRAN, 3G et les Volvet RAN pour l'LTE. Ça, ce sont les sous-systèmes radio et ce qui en mauve, c'est la partie corps. Ici, je ne vais pas m'attarder beaucoup, on l'a déjà présenté, la ministère de l'élection l'a présenté, et celle-ci également. L'unique point que je m'arrête, c'est 42% des réseaux RTE
opèrent dans la bande 1800. Ici, une présentation montrant l'augmentation des smartphones au fur et à mesure, ce qui est en vert, le taux de pénétration des smartphones dans les réseaux mobiles. Et ici, dans ces 3 slides consécutifs, je présente quel sera l'effort des opérateurs pour pouvoir investir et participer à l'amélioration et l'introduction des réseaux LTE dans leur pays. 3 méthodes. C'est la première, c'est mettre une 3e couche au-dessus des réseaux 2G, 3G. La deuxième, c'est de moderniser les réseaux 2G, 3G en intégrant, comme l'a mentionné notre ami de Tunisiana. Et la troisième, c'est d'introduire le réseau 3G en run-sharing avec les 2 ou les 3 autres opérateurs, et pour cela, pour gagner et présenter à eux-mêmes une better cost saving des investissements du point de vue CAPEX et OPEX. Les autres points que les opérateurs puissent participer dans l'évolution et l'introduction des réseaux LTE, c'est d'investir dans les réseaux, dans la modernisation des réseaux core, qui sera un réseau commun pour le réseau 2G et 3G en full IP. Le deuxième point, c'est investir en full IP pour les réseaux de transmission en fibre optique, chose que Tunisie Telecom a déjà implémentée, et on a un pourcentage très élevé de nos sites raccordés en fibre optique qui nous facilite l'introduction de réseaux LTE ultérieurement. Pour la modernisation, je l'ai mentionné tout à l'heure, possibilité d'utiliser les assets, c'est-à-dire les feeders et les antennes, ainsi que les bâtis, pour pouvoir réduire les dépenses, les investissements lors de l'introduction des réseaux LTE. La quatrième point, c'est le reforming potentiel des fréquences potentielles pour l'introduction des réseaux 4G, qui sont le 800, le 1800 et le 2600, mais le 800 et le 1800, si on compte introduire les LTE dans ces bandes, on devra les réformer pour le 800, pour le 1800. Investir en plus dans les terminaux pour l'investissement dans les terminaux pour subventionner les terminaux 3G, 4G et se préparer et non pas tomber dans la même situation comme on a mentionné, que le taux de pénétration est assez faible. Voilà, c'est la première partie de la présentation. Une deuxième, j'ai ajouté 3 ou 4 slides qui représentent les challenges pour les opérateurs vis-à-vis de l'introduction des réseaux LTE. L'LTE présente un débit assez élevé, une capacité assez grande, une meilleure qualité, mais devra assurer un prix ou des offres à prix bas. Chose qui est très difficile, une équation à plusieurs inconnus difficile à résoudre. Qui est le principal gagnant de l'introduction des réseaux LTE qui offrent tout ça? Ce sont les content providers ou les fournisseurs de services. Ils gagnent pour les applications, pour les coûts des applications, le coût d'advertisement ou de publicité et les coûts de subvention. La place de l'opérateur, et par conséquent, il va falloir penser à un nouvel modèle de commercialisation des réseaux LTE ou changer les contrats d'utilisation avec les content providers pour pouvoir les faire payer
les faire payer une partie des revenus aux opérateurs. Pour les opérateurs des réseaux LTE, nous ne sommes pas toujours capables de contrôler ce qui se passe sur le réseau. Ils se présentent comme handler des services et ne peuvent pas bénéficier des services qui sont supportés sur leur service. Par conséquent, ils doivent trouver une solution. Par exemple, en Amérique, l'opérateur AT&T a trouvé un deal avec le CNN pour les faire payer une partie, participer aux revenus aux opérateurs AT&T et bénéficier également, le canal TV CNN Player bénéficie des coûts qu'il reçoit des publicités. Il aura le service en permanent sur le réseau. Ici, je présente une méthode de comment les opérateurs doivent penser à changer la méthode de tarification des services qu'ils sont en train d'offrir. Ici, je présente une méthode utilisée dans les pays européens, c'est de limiter les bundles, les offres à deux valeurs, à deux méthodes. La première lui offre une offre avec capacité de 10 gigas par exemple, et une deuxième offre, et à la fois un débit assez qui ne peut pas dépasser les 7,2 mégabits par seconde. Et une offre en parallèle, une offre illimitée avec deux coûts différents. Et comme ça, ils peuvent participer et manager l'utilisation de la bande passante qu'ils sont en train d'offrir. Et par conséquent, les service providers qui n'ont pas pu trouver un deal avec eux, ils peuvent contrôler ce qu'ils supportent sur leur réseau. Et par conséquent, ils peuvent optimiser leurs revenus, améliorer les revenus. Une autre méthode pour pouvoir combler à ce problème assez épineux pour les opérateurs vis-à-vis de l'utilisation et de la commercialisation des réseaux, comment rentabiliser leur infrastructure, c'est de déployer ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un service qui est homologué par le groupe GSMA qui s'appelle le Joint Rich Communication Service, qui permet d'être déployé sur le réseau, sur l'infrastructure aussi bien que sur les terminaux. Par conséquent, il peut remplacer les services qui sont over the top. En fait, les deux comme je viens de clôturer, c'est pour permettre aux opérateurs de contrôler ce qu'ils sont en train de supporter sur le réseau, qui offre un panoplie de services et de capacités, mais il va falloir maîtriser la facturation et la commercialisation des services et se protéger contre les services qui sont supportés over the top, tels que le Skype, le WhatsApp, le Viber, utilisés par les fournisseurs de services et que les opérateurs n'ont aucun contrôle sur ces services. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Mesdames et messieurs, des questions?
Merci pour votre présentation. En fait, j'aurais une question peut-être un peu provocatrice, étant donné que j'ai tous les opérateurs donc, privés aujourd'hui qui sont présents. En fait, la question que je pose est la suivante. Donc, on sait en fait qu'aujourd'hui, les modèles, l'introduction de la concurrence chez les opérateurs, donc un état modèle qui a été très souvent décrit par le passé parce qu'il y avait deux modèles, soit on parlait du monopole public, comme c'est le cas de la Tunisie, mais bon, dans la majorité des cas des pays, et monopole privé, ça, et que c'était considéré comme étant le meilleur modèle qui optimise les ressources économiques donc pour un pays. Ensuite, donc, c'était la théorie du monopole naturel. Ensuite, un autre modèle a proposé l'introduction de la concurrence pour améliorer la qualité et faire baisser les prix. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec ce que les différentes interventions des uns et des autres donc, montrent, c'est que pour avoir donc, le LTE, les nouvelles technologies, quelque part on voit qu'on propose à droite et à gauche donc, de mutualiser un peu les ressources d'infrastructure. Alors, est-ce qu'il ne serait pas judicieux à ce stade de revenir en arrière et de rendre public le réseau public, donc le réseau qui serait donc une ressource publique et que la concurrence se fasse non pas sur les réseaux télécoms, donc, mais uniquement sur le contenu, donc sur les services, donc comme vous avez, que vous avez présenté, mais pas uniquement vous, mais d'après toutes les interventions qu'on a vues, donc ce sont elles qui apparemment vont générer des richesses, des revenus. Donc un modèle où on pourrait penser que les opérateurs pourraient participer avec l'État, vu aussi les montants d'infrastructures, donc les montants d'investissement très importants, où donc, on pourrait se mettre d'accord sur la qualité donc, offerte, où les privés pourraient donc contribuer, mais qui appartiendrait donc optimisé par le régulateur, l'INTT ou l'État. Voilà, merci. Okay. Je vais vous passer, Monsieur Zarouil. Merci pour cette question très pertinente. Je voudrais d'abord répondre, rendre le réseau d'infrastructures publiques, nous ne pensons pas. Nous pensons que l'État a mieux à faire. En investissant dans la santé, dans l'éducation, dans bien d'autres domaines que le secteur des télécommunications qui génère assez d'argent, il peut investir par lui-même. Par contre, aller vers la mutualisation, oui, mutualisation des infrastructures, et avoir probablement un opérateur d'infrastructure qui, bien sûr, doit être régulé, il doit assurer l'open access pour les opérateurs de détail, certainement. Donc, nous sommes d'accord, mais pas sur la forme. Nous ne pensons pas que l'État doit nationaliser ou revenir à la situation initiale d'avoir un monopole national. Mais effectivement, par rapport au modèle, il y a deux modèles dans le monde. Il y a le modèle concurrentiel et le modèle d'un seul opérateur d'infrastructure. Au jour d'aujourd'hui, aucun des modèles n'a assez de recul pour pouvoir tirer des leçons. Donc nous sommes en train effectivement d'observer, en commençant dans le secteur, c'est ce qui se passe par ailleurs pour pouvoir évidemment en bénéficier et tirer des leçons pour l'avenir. Je voudrais mentionner qu'il y a bien sûr des études pour établir un plan national broadband géré par le ministère et l'INT qui aboutiront effectivement à mettre en place un modèle approprié pour la Tunisie. Je voudrais revenir aussi sur la LTE, les motivations de la LTE et ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on fera de la LTE, est-ce que c'est intéressant de faire de la 4G ou pas dans notre pays. Alors effectivement, quand le ministère nous a proposé l'année dernière aux opérateurs de faire des pilotes 4G, on a un peu traîné la patte. Les trois opérateurs, en disant, on vient de lancer la 3G, à quoi ça sert de faire la 4G aujourd'hui? Continuons à investir dans la 3G, rentabilisons l'investissement avant d'aller de faire de la 4G. D'accord? Cela dit, on a été un peu surpris par l'explosion du trafic sur les réseaux 3G. Nous attendions à quelque chose de similaire à ce qui se passe dans le monde, autour de 2,5 GB en moyenne, 3 GB en moyenne par utilisateur. Ce que nous observons, c'est plutôt entre 10 et 12.
Donc, les volumes de trafic augmentent sensiblement, et on commence à se poser la question sur la rentabilité et l'efficacité des réseaux 3G existants pour gérer ces niveaux de volume de trafic. Effectivement, la LTE est plus adaptée pour ça. Donc, ça avance un petit peu dans nos plans à la 4G. Deuxièmement, effectivement, la plupart du trafic, c'est de l'IP. La LTE est plus efficace pour gérer ces trafics sur Internet parce que c'est la seule technologie mobile qui est designée dès le départ pour être IP native. Donc, effectivement, elle semble plus intéressante. Troisièmement, la couverture du territoire. Nous sommes en train de déployer la 3G, on n'a pas couvert encore l'ensemble du pays, terme géographique je parle, et ce que nous avons fait n'est pas suffisant. Le meilleur de nous, de 3, il fait 70% des sites 2G en 3G, 75% probablement. Donc nous ne sommes pas loin. Et si vous posez la question à M. le ministre, il va vous dire que ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus en termes de sites 2G qu'en 3G, bien évidemment, parce que les cellules 3G sont plus petites. Donc si on veut bien couvrir, il faut faire plus, il faut densifier. Donc le chemin est encore lent pour les investissements 3G. Donc on pourrait se poser la question, devrions-nous continuer à investir dans le 3G ou investir à la 4G? Effectivement, c'est une question à débattre aujourd'hui. Troisième point à voir aussi, c'est la couverture des zones, je dirais, rurales, etc. Et là, c'est Rakhmessi et CETA l'ont mentionné, le spectre, nous pensons effectivement que la 800, la disponibilité de la bande 800 nous aidera les trois acteurs à aller couvrir des zones qui n'ont pas la DSL, qui n'ont pas aujourd'hui la 3G, et la LTE dans la bande 800 pourrait être une bonne réponse économique pour offrir du haut débit et peut-être du très haut débit dans ces zones. Voilà, 3 points pour débat éventuel, 1 pour interaction. Merci, Anissa Alouche, NXT. Pour rebondir un peu sur la réponse qui nous a été donnée, poser une question à M. Tal par rapport à en fait, le rôle du fixe dans l'accélération En fait, pour rebondir un peu sur la réponse actuelle de Sinisa, c'est vrai qu'on est étonné de la forte consommation à aux alentours d'une dizaine de gigabits par utilisateur, mais quand même, ça ne couvre qu'une petite. La pénétration de la 3G est très faible. Donc en fait, il y a un usage de l'ordre de 10 gigas, mais quand même pour 12% d'utilisateurs 3G et pratiquement un taux de couverture de 75%. Si on compare un peu ce qui s'est passé en France en 2006, il y avait un taux de couverture de 50% et un taux de pénétration qui dépassait les 30%. Alors la question, est-ce que le fixe peut ralentir, je dirais, le déploiement rapide de la 4G? Enfin, je m'explique. Aujourd'hui, quand même, les abonnements fixes sont plus accessibles en termes de pricing. La couverture est forte. De plus, il y a le Wi-Fi qui est assez présent dans différentes zones. Et si on parle des 12% d'utilisateurs 3G, je pense qu'ils sont concentrés dans des zones denses. Est-ce qu'on a intégré ceci pour estimer, je dirais, le déploiement de la 4G et le besoin de la 4G? En fait, le taux d'utilisation, comme vous l'avez mentionné, de 12 gigaoctets par mois par utilisateur, est dû principalement, comme l'a mentionné Soudar, est dû principalement
aux offres illimitées qu'Utiliser Télécom est en train de présenter et que j'ai mentionné tout à l'heure, on doit rentabiliser nos investissements et par conséquent, je présume qu'il n'y aura plus d'être, il y aura d'autres offres en parallèle pour réduire le taux d'utilisation et juste pour compléter, M. Sita. D'abord, je voudrais plus qu'on oppose le cuivre ou le fixe par rapport au mobile. Il faut qu'on pense globalement différents médias pour offrir un service qui est le haut débit, ou un accès, le haut débit ou le très haut débit. Donc, c'est notre responsabilité de développer les différents médias de façon cohérente pour pouvoir offrir le haut débit, ce service-là, à nos clients, à nos concitoyens, de façon idéalement égale et équitable. D'accord ? Donc, je ne veux pas dire que le développement du fixe va concurrencer ou limiter la 4G. Je pense qu'il faut qu'on développe une stratégie qui permet à la fois d'offrir la 4G quand c'est très intéressant et le fixe d'une autre façon. Maintenant, les volumes, je pense que ça correspond à un besoin. Si les volumes sont autour de 10 GB ou 12 GB, c'est que ça correspond à un besoin. Et on voit en Europe aujourd'hui, les forfaits 4 Go se développent de façon générale autour du 20 GB. Ça veut dire que le marché prend en compte l'évolution des besoins des clients et est en train de répondre à ces nouveaux besoins, mais on a besoin de technologies ou de moyens de production qui soient plus efficaces, plus économiquement efficaces pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, c'est là où on se pose la question, est-ce que c'est la 3G, doit-on continuer sur la 3G, ou plutôt développer la 4G qui est théoriquement plus efficace et économiquement pour transporter des volumes plus importants. Merci à vous. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نحكي توا حطيت سبيد تيست. الناس الكل نعرفوا سبيد تيست. Nous sommes au pôle Gazela. Je suis sur l'un des opérateurs. Comme je connais pour pas, je me rachète. Et débit descendant. On est à 0,6 mégas. On n'atteint pas le méga. Débit montant 0,48. Donc, on est encore à l'âge de pierre de la bande passante. Donc, juste pour vous mettre... Je ne vais pas parler du désert médical. Il y a une semaine, il y a un désert médical. Et le taux de médication 0,4% de gasoline. Alors qu'à Tunis, on est à 3,6%. قالوا لي الدفع على سيارة المكي واليوم مانيش في الدفع على سيارة مي اللي نحب نقوله هو انه on est loin de la 3G. Donc اليوم on a une il y a le rôle du service public. اليوم il faut voir, on a 3 entreprises commerciales et sur leur droit d'avoir un retour sur investissement. Il y a le slide. Mais il y a le slide du coût de la bande passante en 3G ou 4G. Là, je pense, il n'y a pas de photo. On a un gap, Lyon. On a une filiale en Algérie, ils sont sur la LTE en Algérie, parce qu'ils ont pris du retard. C'est vrai, nous, on a pris moins de retard par rapport à l'Algérie, mais on a quand même pris de retard. Donc, pour moi, il n'y a pas de photo. Il faut aller vers la 4G pour compenser ce retard. Nous sommes au Gazela où nous sommes à 0,6 mégabits par seconde en pente descendante. Et à la reine Manach, qu'on a fait le gasoline, on a fait les zones de l'intérieur. Donc, on a besoin de la 4G comme complément du fibre fixe et on a besoin du rôle de l'État. Et moi, quand je vois ce qu'ils ont fait aux États-Unis, un opérateur d'infrastructure, il n'y a que l'État qui puisse investir sur un retour d'investissement sur 10, 5, 10 ans, etc. Sinon, pour les autres actionnaires, ils vont se dire, est-ce que j'ai ou non un retour d'investissement sur 3 ans? C'est ce qu'ils se disent. Donc aujourd'hui, le rôle de l'État est prépondérant. Voilà, barakallah. Merci à vous.
Alors pour conclure avec cette session sur le rôle des opérateurs dans l'évolution vers la 4G, nous accueillons le troisième opérateur Orange. Monsieur André Clou s'est excusé, mais nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Masmoud Hatem, directeur réglementation et opérateur. Merci beaucoup, je suis très content d'être avec vous. Je vois là que le débat à propos de la 3G, de la 4G et du fixe, finalement c'est un débat qui est très très intéressant. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner aussi un peu la vision d'Orange sur ce marché-là et puis sur ce débat-là de façon générale. Clairement, il y a des enjeux en fait qui sont très importants pour les quelques années qui viennent. Et clairement aussi, les opérateurs ont un rôle à jouer par rapport à cette évolution-là. L'État aussi a un rôle important aussi à jouer dans cette évolution-là. Voilà, donc si on essaie de regarder aujourd'hui la situation, aujourd'hui donc on a 3 opérateurs qui fournissent des services 3G. Et puis, on a aussi de l'infrastructure fixe pour la DSL. Donc, globalement, ce sont, on va dire, les 2 moyens les plus populaires pour accéder à l'Internet aujourd'hui en Tunisie. Quand on regarde tout ce qui se passe sur la 3G, évidemment, je peux comprendre finalement que dans certaines zones, pour certains opérateurs d'ailleurs, on peut avoir des débits qui sont assez variables. Le fait de dire qu'on a des usages de l'ordre de 12 gigaoctets par client sur la 3G, c'est quelque chose qui est très très important. À la base, déjà, avant d'arriver à la 4G, à la base, la 3G, quelque part, a été conçue pour permettre l'accès à l'Internet en mobilité. Au jour d'aujourd'hui, en Tunisie, la 3G, pour différentes raisons, est un produit de substitution à la DSL. Et le fait qu'on dise que la 3G est un produit de substitution à la DSL, finalement, pose 2 questions importantes. La première, c'est pourquoi est-ce que la DSL n'arrive pas à percer en fait en Tunisie. Et puis la deuxième, c'est quid de la rentabilité économique de la 3G à partir du moment où on a des volumes très très importants en fait sur la 3G par client. Dans les autres pays, si je prends le cas des pays européens, on n'est pas du tout alors dans ce genre d'usage par client. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout non plus sur le même ordre de grandeur en termes de prix. Si vous ouvrez sur Internet et puis vous regardez quelques opérateurs internationaux, moi je prends à la limite le cas du groupe Orange un peu dans le monde. Quand je regarde les pays européens, on est à chaque fois sur des prix qui sont beaucoup plus importants que les prix que nous pouvons avoir en Tunisie. Et ça, tout simplement pour dire, voilà, la clé trop. L'Internet à partir de la 3G, finalement, c'est un produit qui est fait pour la mobilité. Quelqu'un qui est fixe chez lui va utiliser la DSL et non pas la 3G. Maintenant, pour passer finalement à la 4G, ça a été évoqué par mes 2 collègues de Tunisien et Tunisie Télécom. Ce qui est clair, c'est que le coût de déploiement de la 4G est supérieur au coût de déploiement de la 3G. Pour schématiser, en fin de compte, on a des cellules qui vont être plus petites, donc quelque part, il faut en avoir plus pour pouvoir écouler le trafic. Donc, globalement, ce qu'on est en train de dire par rapport à ça, c'est que le déploiement en fait, de la 4G va coûter très très cher aux opérateurs. Par la suite, évidemment, la question qui se pose, c'est si ça coûte beaucoup plus cher que la 3G pour les opérateurs, comment est-ce qu'on va pouvoir, au niveau on va dire, des opérateurs, vendre ces services-là à des prix abordables pour le Tunisien? Et je pense en fait ça c'est une question qui est très très importante. Aujourd'hui évidemment il y a des questions qui se posent par rapport à la rentabilité de la 3G, vu les prix pratiqués, puis vu les coûts
subies par les acteurs donc pour la mise en place de la 3G, mais quelque part avec la 4G, nous pensons en fait que cette question-là va encore se poser et va se poser de façon beaucoup plus importante et quelque part peut être un frein pour les opérateurs pour la mise en place de la 4G. Donc on voit en fait quelques chiffres, sur par exemple un opérateur américain, en fait on voit des montants d'investissement qui sont colossaux en fait pour la mise en place donc, de la 4G. Donc quelque part, c'est clairement une possibilité qui est en train d'être regardée dans d'autres pays au monde, c'est dire comment est-ce qu'on peut partager les différentes infrastructures 4G par l'ensemble des opérateurs dans un même pays. La Tunisie, quelque part, est un petit pays. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir trois réseaux 4G en Tunisie? Et la question va se poser, je pense, en 2014 pour l'ensemble des opérateurs et puis pour en fait, l'ensemble du secteur. C'est dire finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas partir sur une logique où on dit voilà, il y a besoin de partager en fait, les infrastructures entre les différents acteurs et puis avoir finalement de la concurrence, non pas sur le déploiement des réseaux 4G, mais plutôt une concurrence qui va se jouer d'un point de vue, on va dire, commercial, sur la qualité des offres, sur la qualité de la relation client, sur les services à valeur ajoutée que nous pouvons en fait mettre en place de part et d'autre. Donc on voit en fait il y a plusieurs études en fait qui sont faites sur ce genre de sujet et qui permettent finalement de montrer qu'on peut avoir des économies de capex qui sont substantielles, qui peuvent atteindre les 30%, et puis des économies sur les OPEX aussi qui peuvent être substantielles. Et quelque part, le fait de dire le déploiement des réseaux coûte moins cher, ça veut dire aussi que avec la même rentabilité, on va dire, imaginée pour un opérateur, ça veut dire que les prix de ces services 4G beaucoup moins cher aussi pour le Tunisien. Là, en fait, je vous ai mis quelques exemples finalement dans d'autres pays où il y a eu des partages, des accords en fait entre opérateurs finalement qui ont été faits, et on voit que finalement c'est un phénomène qui est assez mondial en fait. On a au Danemark, en Russie, en Pologne, en Autriche, et au Mexique aussi. Donc vraiment, la logique aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on peut partager nos réseaux pour faire en sorte que le coût soit moindre et en conséquence le prix pour le consommateur soit plus faible. D'ailleurs, les expériences finalement qu'on a pu voir même dans d'autres pays, c'est que quand il y a une nouvelle technologie en fait qui arrive, même si elle va améliorer la qualité, on va dire, pour l'utilisateur final, c'est toujours très très compliqué de vendre en fait ce produit-là à un prix supérieur au prix auquel ce même produit était vendu avec une technologie inférieure. Pour prendre un exemple, par exemple, dans plusieurs pays où on est passé d'un ADSL, on va dire, de bonne qualité, vers des offres, vers fibre optique, au fond, au moment du lancement des projets fibre optique, les opérateurs pensaient pouvoir vendre ces produits-là à des prix largement supérieurs au prix de la DSL, mais en réalité, au moment où ces infrastructures sont en place, on se rend compte que c'est pas possible et puis que le consommateur a pris l'habitude d'une certaine gamme de prix et qu'en conséquence, on ne peut pas aller sur des prix beaucoup plus chers par rapport à ça. Donc là, quelque part, bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a une arrivée, je vais dire, importante des acteurs over the top dans tout ce paysage-là. Et ces acteurs-là, ils ont aujourd'hui une part importante, en fait, du gâteau qui est généré par les opérateurs. Et évidemment, ça repose encore la question, surtout si on regarde finalement que les marchés des télécommunications pour les opérateurs en fait sont en décroissance au jour d'aujourd'hui. Le fait de dire que ces marchés-là sont en décroissance, évidemment, ça ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de solution pour trouver le chemin de la rentabilité pour les opérateurs. Donc, quelque part, le fait de dire on travaille sur un même réseau, sur un réseau partagé, peut ou pourrait être une réponse partielle, on va dire, à ce genre d'interrogation. Donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, on a de plus en plus d'accords qui sont faits entre les opérateurs et ces acteurs-là. Et quelque part, ces accords, ils permettent finalement à l'opérateur, aux opérateurs, on va dire de façon générale, de récupérer un pourcentage, même si je pense que les opérateurs pensent toujours que ce pourcentage-là est assez faible, mais au moins un petit pourcentage en fait, des revenus générés par les over-the-top, finalement, qui sont des acteurs aujourd'hui qui utilisent l'infrastructure, donc qui n'investissent pas grand-chose, alors que l'investissement est fait par l'opérateur, qui évidemment subit le risque de son investissement, avec des taux de rentabilité qui sont en train de baisser. Donc en conclusion, pour aller de la 3G vers la 4G, on pense en fait que c'est quelque chose qui va devoir se produire. Après, évidemment, la question, c'est plus une question, on va dire, de timing. À quel moment? Est-ce qu'il faudra y aller en 2014, en 2015, en 2016? Évidemment, ça va dépendre de beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu. Est-ce que tous les opérateurs vont devoir investir de façon cohérente, coordonnée, pour faire en sorte justement de réduire les investissements pour la mise en place de la 4G? Quelles seront les fréquences qui seront utilisées? Parce que ça aussi, évidemment, c'est un sujet important selon le type de fréquence qu'on utilise. Quel va être leur prix aussi? Donc évidemment, c'est une question importante. Et puis, en fonction, je pense, de ces différents paramètres-là, on pourra aller vers la 4G, on va dire, plus ou moins rapidement. Mais quelque part, je resterai quand même toujours sur une question importante par rapport à ça aussi, c'est quid du fixe et comment est-ce que le fixe va évoluer dans les prochaines années. Je vous remercie. Merci, monsieur. Si vous avez des questions. Merci à vous. À présent, nous parlerons de l'expérience du 4G en Corée du Sud avec notre invité spécial.